L'invité du jour sur Espoir FM. Joël Egloff, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous êtes également scénariste et vous venez de publier aux éditions Buchet-Chastel Ces féroces soldats. Sur Ces féroces soldats, ça me rappelle quelque chose, ça. Vaguement. L'hymne national, oui. Bien sûr. Tout à fait. Pourquoi ce titre ? Alors, par où je commence, en fait. C'est déjà un récit, en fait. C'est une histoire familiale, c'est l'histoire de mes parents, plus particulièrement de mon père, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Moselle annexée. Et Ces féroces soldats, je vais essayer d'être concis, c'est à la fois avant la guerre, on était dans une période très très patriotique parce qu'on sentait que quelque chose arrivait et à l'école primaire, mon père se souvenait d'avoir chanté la Marseillaise, d'avoir chanté des chants même militaires, la marche Lorraine, le régiment de Sambre-et-Meuse, enfin il y avait un esprit comme ça très patriote. Très patriote. Donc là, on est avant le début de la guerre. Il se trouve qu'en Moselle, en 1900, au cours de l'été 40, la Moselle et l'Alsace sont annexées en fait et font partie du Reich. C'était déjà arrivé auparavant. Oui, après la guerre de 70. Bien sûr, oui, jusqu'en 19 et puis. Tout à fait. Ouais. Et donc, et quelques années plus tard, arrive ce qu'on appelle les malgré nous, c'est-à-dire qu'à partir de l'été 42, les Allemands décident de l'incorporation de force des jeunes gens en âge d'aller combattre, en menaçant leur famille, en s'en prenant leur famille si en cas d'insoumission ou de désertion. C'était le levier qu'ils utilisaient. Enfin, les familles pouvaient être déportées dans des camps de travail en Silésie ou dans les Sudètes ou dans des camps de redressement pour les jeunes eux-mêmes. Donc les malgré nous, certains ont été enrôlés de force dans la Wehrmacht, d'autres dans la Waffen-SS, souvent parce que certaines classes d'âge, enfin on avait besoin de chair à canon dans ces unités-là aussi, surtout après le front de l'Est. Et donc ces féroces soldats, on les retrouve en fait, ce sont les féroces soldats ennemis. Et il se trouve que l'histoire du livre, c'est ça, c'est qu'on passe de l'avant-guerre où mon père chante la Marseillaise à l'école et à partir de 43 à 17 ans où il est incorporé de force dans l'armée allemande, il devient lui-même, enfin en tout cas, il ne devient pas un féroce soldat, mais il revêt l'uniforme des féroces soldats. Ouais. Oui, ça doit être terrible quand on vit comme ça, quand on est obligé pratiquement de changer d'identité. Tout à fait, c'est déjà l'histoire de la région, vous le rappeliez depuis 1870, et il y a des gens qui comme ça au cours d'une même vie ont changé 3 fois d'identité. Heureusement, ils ont pu préserver leur identité, mais en tout cas de nationalité et de culture. Oui, de culture, voilà. Mais je crois justement qu'ils ont gardé leur propre culture, parce que c'est une région finalement qui a connu comme ça toutes les invasions barbares et autres par la suite, donc qui a dû se construire comme ça une identité propre, peut-être parfois un peu en dehors des identités nationales, mais ils vivaient à l'échelle de leur village, de la région, et il y avait quelque chose de très fort aussi, c'est ce patois, ce dialecte, le platte, qui constituait leur identité aussi. Ouais. Ça doit être terrible pour votre père, non seulement, comme vous l'avez expliqué, de revêtir l'uniforme allemand, mais c'est d'aller combattre. Tout à fait. Contre ceux qui étaient ses frères, en quelque sorte. Ça a été le cas dans la région de 130 000 personnes, et sur ces 100 000 Alsaciens, 30 000 Moselans, et sur ces 130 000 personnes, il y en a quand même 40 000 qui sont morts ou portés disparus, parce que évidemment on les envoyait pas, on les envoyait souvent sur le front de l'Est, et c'est ce qui a été terrible, je crois. Enfin, après évidemment la question des combats, c'est aussi le silence, voilà, que ces gens-là ont dû s'imposer parce qu'on n'a pas voulu les écouter, parce qu'ils se sont tués eux-mêmes sur la question. Mais enfin, pour en revenir au combat, oui, c'est vrai que de se retrouver à 17 ans comme ça sur le front. Enfin, mon père, son baptême du feu, ça a été durant la bataille des Ardennes, quoi. Donc
je me souviens, qui racontait notamment ce déluge de feu, enfin, au déclenchement de la bataille des Ardennes. Enfin, on a tous plus ou moins vu, enfin tous, pas tous, mais à une époque en tout cas, le film passait très souvent à la télévision et même s'il n'est pas très fidèle à la réalité, en tout cas, ça donne une idée de ce que ça a pu être. Quand on est un enfant en fait encore, enfin parce que quand on voit les jeunes de cet âge-là aujourd'hui, on a du mal à les imaginer sur le front. Quel souvenir en garde votre père? Alors mon père est décédé en 2012. Il n'était pas au courant du projet que j'avais à ce moment-là. Mais il en parlait quand même, malgré tout. C'est vrai que souvent, c'est une constante. On entend dire que les gens qui ont vécu ça n'en parlent pas. Il en parlait peu. C'était souvent les mêmes histoires. Il y a des souvenirs il y a des choses, même durant la guerre, plus légères dont on se souvient. Il y a des choses graves qui parlaient de l'horreur de certaines situations, mais c'était jamais très en profondeur. C'est-à-dire que il y avait un moment, il y avait une barrière et on n'allait pas au-delà. Enfin, la discussion s'arrêtait assez vite, mais peut-être parce que je l'ai regretté par la suite. J'ai pas su non plus mener cette discussion ou creuser la question. Je sais pas si j'aurais obtenu quelque chose de plus, mais il y avait, on était beaucoup dans le factuel en fait, et peu dans le ressenti en fait, peu dans l'analyse des choses et je pense que c'était douloureux aussi à partir d'un certain moment, même s'il a raconté des choses, bien sûr. Enfin, son tout premier contact avec la guerre, c'était donc ça a été à Munich où il était dans une unité de défense anti-aérienne en fait. C'était les bombardements alliés en fait. C'était de sortir les corps après les bombardements des décombres. Et quand on a cet âge-là, et effectivement que c'est peut-être les tout premiers morts qu'il a vus en fait de sa vie. Je crois que ça c'est notamment une des choses qui l'a marqué à jamais, oui. Et pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire sur justement ce vécu de votre père, de ce vécu familial presque? C'est à la fois l'histoire de mon père et celle de ma mère, qui elle était civile en fait dans cette région-là et qui était un peu plus jeune que mon père et qui a donc vécu la vie sous la dictature nazie, puis l'attente de la libération et la libération. De mettre en parallèle ces deux histoires-là, ça me semblait intéressant. J'ai toujours trouvé ça tellement romanesque en même temps, et je sais pas si mesurer vraiment la période qu'ils avaient vécue. Enfin, c'était leur quotidien, c'était leur vie. Enfin, peut-être plus pour mon père que pour ma mère, mais ma mère, j'ai pas l'impression enfin, quand je lui disais, mais cette histoire-là, elle est incroyable. Et bon, elle trouvait ça presque, oui, bon, ça fait partie de mon enfance. Voilà, d'avoir vécu par exemple l'exode au moment, comment on appelle ça, au moment où les Allemands sont arrivés en mai 1940 et où ces millions de personnes se sont retrouvées sur les routes parce qu'à ce moment-là, ils étaient évacués dans le nord de la France. Enfin, toutes ces choses-là, c'est vrai que je pouvais pas les laisser disparaître en fait, et il fallait que. Donc c'est un sujet que j'ai dans la tête depuis très longtemps, et même si et j'ai mis du temps à savoir comment j'allais traiter ça, et puis il a fallu que ça mûrisse. Ouais. C'est une délivrance aussi entre guillemets d'expliquer les choses quand ses parents n'ont jamais osé en parler aussi, n'ont jamais vraiment osé l'expliquer. Effectivement, je crois que c'est une sorte de revanche sur le silence. Ouais. Enfin, j'en parlais tout à l'heure qu'on a imposé. Ça, pour moi, c'est un peu, enfin, tous les malgré nous, c'est une histoire assez méconnue, même maintenant, enfin, même si dans la région, évidemment, on connaît mieux le problème qu'ailleurs, enfin, la question qu'ailleurs. Mais il y a toujours un soupçon qui plane. Voilà, on ne sait pas bien pourquoi ils y sont allés. Enfin, l'histoire de persécution sur les familles, c'est pas forcément connu. Donc c'est un sujet qui a besoin d'explications, besoin de temps. On n'explique pas ça en 5 minutes. Et c'est vrai que la littérature se prête bien à ça. Enfin, c'est un espace où on peut dire les choses, prendre le temps et développer tout ça. Et pour moi, oui, ces gens-là sont des victimes à qui on a interdit de se plaindre, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont revenus, ils ont vécu l'horreur. Leur seule raison de combattre, c'était de sauver leur propre peau. Ils battaient pas pour la liberté, comme l'ont fait les Français ou les Américains. Ils se battaient pas pour défendre quelque chose. Ils battaient juste pour rentrer à la maison. Et donc, c'est un peu le summum de l'absurdité, quoi. C'est la guerre juste pour la guerre, en fait.
Et justement, ce livre présenté au Festival littéraire de Villeneuve-sur-Lot, dont le thème c'est Rêver demain, ça peut être justement intéressant de raconter l'horreur du passé pour pouvoir rêver demain. Je crois effectivement qu'il faut absolument le connaître, ce passé, pour pouvoir éviter de le reproduire. Enfin, il y a cette phrase qui dit de l'histoire, nous apprenons que nous n'en apprenons rien. Malheureusement, c'est souvent ça, et on voit que les choses se répètent là, aujourd'hui encore, en Europe, en Ukraine, pour des histoires de frontières, de langues, de dictature. Enfin, donc c'est important qu'il y ait une transmission, que les choses soient dites. Ça me paraît essentiel. Oui. Comment les lecteurs, vos lecteurs, ont réagi à ce livre ? Écoutez, l'accueil est plutôt bon. Alors c'est effectivement différent. C'est la première fois que je parle de choses intimes, familiales. Et c'est un récit, alors qu'avant j'étais plutôt dans des romans vraiment où il y avait une grande place à l'imaginaire. Là, je me suis interdit d'inventer quoi que ce soit parce que je voulais pas troubler les cartes. C'est-à-dire que il y a des choses qui me paraissaient suffisamment fortes pour pas que même si j'ai pas de récit complet de toute la période, j'ai préféré laisser les blancs. Voilà, parce que c'est aussi le témoignage de la mémoire qui s'efface, des choses qu'on oublie, des choses qu'on peut pas dire, plutôt que de rajouter de la fiction là-dedans, parce que ça m'aurait paru malhonnête même d'inventer des choses au milieu de tout ça. Voilà. Et ça serait quand même, vous qui êtes cinéaste aussi, ce serait intéressant d'en faire un film de ce... Oui, alors modestement, j'ai travaillé sur l'adaptation de mes livres, mais bien sûr, ouais, ce serait. Alors, je sais pas si là, tout de suite, moi, je pourrais m'y coller parce que ça m'a pris tellement d'énergie et finalement, mais oui, peut-être qu'un jour ça intéressera quelqu'un. En tout cas, c'est vrai que c'est un sujet qui ferait sûrement. C'est inédit. Il n'y a jamais eu à ma connaissance, sur la question des malgré nous, ouais, non, j'ai pas le. Même en littérature, il y a eu cette bande dessinée de Philippe Collin, Le Voyage de Marcel Grob. Qui doit être en roman où il y a des récits, souvent des récits qui ont été écrits par d'anciens malgré nous, mais qui malheureusement n'ont pas soit été publiés chez des éditeurs très confidentiels ou à compte d'auteur, et ils n'étaient pas forcément armés pour écrire leur histoire. Donc ces récits sont restés un peu cantonnés dans la région. Mais il y a peu de choses, oui, j'ai l'impression, à part des documents, des essais, des choses comme ça, il y en a, oui. Mais... Oui, c'est vrai, mais c'est un sujet un petit peu inédit. Peut-être qu'on n'ose pas aujourd'hui encore en parler. C'est un sujet sensible, qui l'a été sans doute beaucoup plus à l'époque, parce que ça correspondait pas à ce qu'on avait envie de retenir de la guerre, où on était juste dans l'après-guerre, dans le culte du héros, et on avait envie que 90% des Français soient résistants, et voilà, et ça venait un peu troubler tout ça. Enfin, il y en a, oui, une espèce de tâche. Oui, sur, tout à fait. Finalement, cette image, cette fantasmagorie du héros, du résistant. Tout à fait. Et en plus, l'affaire d'Oradour-sur-Glane n'a fait que compliquer les choses. Donc, puisqu'il y avait des malgré nous impliqués dans ce massacre, donc particulièrement après cet épisode-là, évidemment, il n'était plus question d'en parler. Enfin, c'est devenu encore plus compliqué que ça ne l'était. Oui. Mais il est intéressant quand même, ça fait partie de notre histoire. Et votre livre, c'est vrai, là, viennent éclairer un jour nouveau une partie de cette grande histoire qu'on a tendance souvent à oublier. Merci. Merci beaucoup. Merci à Joël Egloff. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage, c'est Féroces soldats, paru aux éditions Buchet-Chastel. Merci beaucoup. Merci. C'était l'invité du jour sur Espoir FM.